Bonjour, précieux homme de valeur. Bonjour, précieuse femme de valeur. Encore une fois de plus, bienvenue sur le talk show de leadership excellence pour femmes par femme. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Une nouvelle série sur la diaspora professionnelle africaine et leurs problématiques et voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons commencer cette discussion et proposer des solutions tangibles aux problèmes que la diaspora professionnelle africaine vit tant dans leur pays d'accueil qu'au Bercail. Aujourd'hui, le thème, c'est dilemme de la diaspora professionnelle africaine à retourner travailler au Bercail. Défis et opportunités stratégiques. Je vais rapidement donner le cheminement de ce que nous allons discuter aujourd'hui. En première partie, nous parlerons des défis qui sont variés et très nombreux. Ensuite, nous parlerons de comment surmonter une certaine double idée fausse concernant la diaspora professionnelle africaine. Ensuite, nous parlerons de comment gérer les attentes concernant le potentiel de la diaspora. Et enfin, nous parlerons de la deuxième partie, les opportunités stratégiques. Parce qu'en tant que leader, nous croyons fermement que lorsqu'il y a des défis, un leader ne voit pas cela comme un défi, mais plutôt comme une opportunité de se stretch, une opportunité en fait de revoir sa façon de faire, de re-strategize, comme on dit en anglais, et mieux rebondir. Voilà, et donc, dans la première partie des opportunités stratégiques, nous parlerons de la préparation qui est très essentielle afin de surmonter les défis. Et enfin, nous parlerons de la formulation de plans solides comme en gestion de projet. Ce matin, nous avons deux femmes leaders, deux femmes qui sont des trailblazers, deux femmes qui font des changements formidables dans leur domaine et dans leur pays d'accueil actuel. Je vais commencer à vous présenter nos panélistes de ce matin. Notre première panéliste est Dr. Hawa Diallo. Elle est spécialiste en chirurgie générale. Elle a fait ses études à la faculté de médecine Humboldt-Universität à Berlin et elle est actuellement basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle travaille. Dr. Hawa a fait sa formation chirurgicale de base à Nelson Mandela School d'Urban, KwaZulu-Natal et à Chris Hani Baragwanath, Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle a une formation chirurgicale supérieure et est spécialiste en chirurgie générale en Berlin, en Allemagne. Notre deuxième panéliste de ce matin est Mme Inès Panou. Elle est experte agréée en investigation de fraude, directrice compliance finance à Sanru, executive champion, programme de mentorat Sanru, et elle est basée actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Madame Inès Panou, d'origine nigérienne et nationalité américaine, est diplômée de l'Université de Maryland aux États-Unis, où elle a obtenu un bachelor en finance business international ainsi qu'un MBA, Master Business Administration. Elle a débuté sa carrière dans le secteur des banques d'investissement à la bourse américaine, notamment à Morgan Stanley aux États-Unis pendant plusieurs années. Elle a ensuite rejoint le secteur des ONG internationales où elle a assumé des rôles de responsabilité au niveau siège aux États-Unis et au niveau régional dans les domaines de l'audit interne, le grand management et les finances. Elle est présentement membre du bureau exécutif en son rôle de directrice finance et compliance à Sanru en République démocratique du Congo. Elle est la première femme à avoir occupé un poste à la direction de Sanru. Sa passion est de transmettre son savoir et ses expériences avec les jeunes Africains, surtout les jeunes femmes, à aller au-delà de leurs limites. Elle est executive champion, marraine du programme de mentorat Sanru GLP, Jeune Leader professionnel de Sanru, dont elle supporte leurs diverses activités. Je vais arrêter de partager pour l'instant.
Stop share. Voilà. À titre de rappel, pour ceux qui viennent de nous joindre, la thématique de ce matin, c'est le dilemme de la diaspora professionnelle africaine à retourner travailler au Bercail. Défis et opportunités stratégiques. L'Union africaine définit la diaspora africaine comme les personnes d'origine africaine vivant en dehors du continent, quelle que soit leur citoyenneté et leur nationalité, et qui souhaitent contribuer au développement et à la construction du continent. Alors que l'implication de la diaspora professionnelle africaine dans le développement du continent a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, beaucoup néanmoins appréhendent de rentrer au Bercail. Nous espérons que cette série que nous avons commencée suscitera une conversation plus large autour de nous et avec ceux qui sont aussi en Afrique. Nous espérons également aider à informer les membres de la diaspora professionnelle qui envisagent de retourner sur le continent et ceux qui sont déjà en Afrique sur la manière dont ils peuvent aider à réintégrer leurs frères et sœurs. Et donc, nous allons commencer ce matin avec la première partie, les défis. Afin de contribuer efficacement au développement durable de leur pays d'origine, les professionnels de la diaspora doivent surmonter des défis spécifiques liés à leur position de bâtisseur de ponts entre deux mondes. Madame Panou, bonjour, comment est-ce que vous allez? Vous êtes mute? Bonjour, merci. Comment est-ce que vous allez? Très bien, très bien. Merci pour l'invitation. C'est un honneur. Alors, merci beaucoup. Et je tiens à préciser à nos précieux hommes de valeur et nos précieuses femmes de valeur que Madame Panou et moi, nous avons travaillé ensemble à Washington, D.C., justement pour un organisme international qui était basé dans le headquarter, en fait, est basé à Washington, D.C. Et elle, il y a 10 ans, elle a pris la décision de rentrer en Afrique avec sa famille. À l'époque, je vous avoue que quand elle nous avait dit ça, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui lui prend, mais ça va pas et tout. Et depuis, elle et moi, on n'a pas parlé. Et comme on dit, hein, ce ne sont que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Nous voilà aujourd'hui, 10 ans après, à travers l'Internet, nous nous retrouvons et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Madame Panou, d'être avec nous ce matin. Madame Panou, un des défis est que certains professionnels de la diaspora africaine travaillent dans des secteurs d'activité non compatibles ou non existants dans leur pays d'origine. Je vais donner juste un exemple dont que je me rappelle, mon oncle, par exemple, qui avait à l'époque étudié en Union soviétique. Et nous savons que le Mali, il n'y a pas de pétrole au Mali. Mais tonton a trouvé l'idée géniale d'aller étudier, en fait, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais en tout cas, c'était dans le pétrole. Jusqu'à avoir un PhD, il rentre au Mali, il ne trouve pas du travail. Quelle est votre observation sur ce sujet, Madame Panou? Bon, mon observation, merci d'abord pour la question. C'est une question très, très, très pertinente. C'est vraiment, d'abord, c'est faire le lien entre ce qu'on étudie dans le pays d'accueil et ce qu'on va faire dans notre pays, right? Maintenant, à ce sujet, si je peux prendre l'exemple du tonton, je pense que ce qui est important, c'est l'Afrique est en train d'aller avec beaucoup d'innovation. Donc, ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qu'on a étudié, mais surtout trouver un moyen d'apporter une autre innovation. Mais au-delà de ça, il y a quand même une réflexion à faire avant de choisir les études. Okay? Moi, je me rappelle, ma passion, c'est la cuisine. J'adore faire la cuisine. Jusqu'à présent, je me lève le matin, j'appelle des voisins et puis le samedi, ils me rencontrent. Ils viennent chez nous dîner. J'aime beaucoup faire la cuisine, j'aime faire manger les gens. Alors, mon plus grand rêve et ma passion, c'était de devenir chef. Alors, quand j'ai commencé mes études, bien sûr, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était ma passion, mais après, j'ai dû être un peu réaliste. Je me suis dit, est-ce que, en étant chef, est-ce que ça pourra, c'est pas que ça n'allait pas marcher en Afrique, est-ce que je pourrais réaliser ce que je veux avec? Donc, il y a cet aspect, mais si jamais, ça c'est avant qu'on se le dise, mais si jamais la personne est tellement passionnée à propos de ce qu'il veut faire, c'est de revenir à l'Afrique et puis amener une innovation. Wow.
J'adore ce que vous venez de dire, l'innovation. Effectivement, en tant que leader, il faut toujours se préparer en fait à l'inconnu. Se préparer au fait que, bon, écoute, j'ai tel plan, j'ai telle stratégie. Au cas où ça ne marche pas, quel est mon plan B? Qui est justement de pouvoir maintenant innover en fonction de la réalité du terrain. Nous reviendrons à cela tout à l'heure. Docteur Diallo, bonjour, comment est-ce que vous allez? Vous êtes mute? Oui. Bonjour, Madame, merci Boiré, et bonjour, Madame Inès Panou. Un grand plaisir d'être avec vous. Et je suis parfaitement d'accord avec Madame Panou que le mot d'ordre ici, c'est l'innovation. Bon, ceci dit, il y a certains groupes de professions, certains secteurs d'activité, comme dans les IT ou l'aérospatial, par exemple, où nous avons de femmes illustres africaines qui ont fait ces études très sophistiquées et qui, par exemple, en rentrant dans leur pays d'origine, ne vont certainement pas trouver les mêmes opportunités que dans leur pays d'accueil, qui sont en général les pays industrialisés. Donc, je reviens sur le mot d'ordre. Dans de telles situations, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, il faut être créatif, mais je pense que la créativité, à elle seule aussi, ne va pas faire l'affaire quand il n'y a pas un soutien localement aussi, dans le pays d'origine. Voilà. Et nous avons des exemples comme ça, comme il y a la Nigériane, par exemple, qui est la première femme dans le secteur de l'aérospatial, Wendy Okolo, et qui travaille aux États-Unis en ce moment. Et je suis sûre qu'elle, en rentrant chez elle, elle va trouver que ce secteur, par exemple, est quasi inexistant. Donc, il lui faut entreprendre d'une manière créative, inciter d'abord qu'il y ait un intérêt pour ce domaine. Donc, il lui faut absolument prendre une fonction de leadership total. Parce que d'abord, il faut faire intéresser les gens, il faut attirer l'attention des politiques, des responsables pour dire que oui, en Afrique aussi, ça peut se faire. Donc, elle doit mener de A à Z une campagne pour créer ce que son domaine de compétences qui n'existe pas dans son pays. Voilà. Et il y a aussi un deuxième exemple, je pense que c'est une autre Nigérienne cette fois-ci, qui s'appelle Fadji Maina, qui est hydrologue à la NASA aussi. Et ce sont des Africaines. Et je pense que la seconde s'est déjà fait une idée de ce qu'elle aimerait faire chez elle, dans son pays d'accueil, et dans son pays d'origine plutôt. Et elle a souligné dans une interview de BBC Africa qu'avec la détermination et créer surtout l'environnement nécessaire, qu'on peut y arriver. Donc, mot-clé ici, c'est l'innovation, pas seulement la créativité, et une sensibilisation, une mobilisation aussi des pouvoirs publics et inciter l'intérêt aussi des jeunes à s'intéresser à ce domaine. Donc, absolument un rôle de leadership ici de A à Z. Merci beaucoup, Dr Diallo et puis Madame Panou. Effectivement, quand vous parliez, ça me rappelait en fait certains des talk shows antécédents que j'ai fait. Le dernier étant du 8 mars où sur le plateau, il y avait vraiment des femmes d'élite. Des femmes d'élite et une Malienne aussi qui est basée ici à Atlanta, qui est professeure de physique-chimie et qui est en train de faire un travail formidable au Mali. Bien vrai qu'elle ne soit pas rentrée, aujourd'hui, elle mobilise vraiment les jeunes sur les réseaux sociaux pour les éduquer, les former, puisqu'elle est formatrice de profession, mais en même temps aussi, elle est beaucoup impliquée et elle est en train de vraiment apporter l'innovation au Mali
À travers, par exemple, Madame Inès Panou se souviendra, aux États-Unis ici, quand tu achètes une maison, devant chaque maison, il y a les poubelles. Et donc, le service de ramassage vient, je pense, 2 ou 3 fois dans la semaine pour ramasser les poubelles. Et même ça, tu as 2 genres de poubelles. La poubelle normale et la poubelle pour le recycling, c'est-à-dire les plastiques, les bouteilles et autres que tu dois forcément mettre dans une autre poubelle qui est différente de la grande poubelle où il y a les ordures et tout. Et donc, Dr Cissé est en train de faire un travail formidable, justement, d'innovation. Et comme vous l'avez dit toutes les deux aussi, de vision. Parce qu'effectivement, tu peux avoir toutes les innovations, les idées innovatrices comme tu veux, mais si tu n'arrives pas à adhérer les gens à ta vision, à vendre ta vision, là, ce sera un problème. Nous allons continuer toujours dans la thématique des défis. Docteur Diallo, puisque je suis avec vous, on va continuer la deuxième question avec vous. Quelle est votre position sur justement le deuxième défi que la diaspora professionnelle doit surmonter, notamment la pénurie de compétences dans leur pays natal? Merci, Madame, merci Boiré. La question est pertinente parce que nous savons que ce problème de pénurie de compétences dans le pays d'origine est une crise, est un problème palpable. Je pense qu'il y a un groupe de la diaspora qui est plus affecté que l'autre. Les gens qui rentrent avec un esprit, par exemple, d'entrepreneur. Donc, ils veulent créer leur business cela nécessite bien sûr des moyens sur différents plans. D'un côté, il leur faudra des moyens financiers. En général, les gens se préparent pour ce genre de projet. Et il leur faut des infrastructures, ce que les gens arrivent plus ou moins aussi à gérer. Mais tout de suite, où le bas blesse, ce sont les ressources humaines. Donc, pour faire marcher une entreprise, on n'a pas seulement besoin d'investissements, qui est certes important, on a aussi besoin d'infrastructures, mais on peut avoir tout ça et ne pas faire rouler le business parce qu'on manque de personnel qualifié. Et ça, c'est un grand défi que les professionnels de la diaspora qui rentrent dans une logique d'entrepreneuriat, qui est d'ailleurs très salutaire, parce que l'État ne peut pas créer des emplois pour tout le monde dans nos pays. Donc, l'alternative, une alternative, c'est de pouvoir aussi investir, aller dans l'entrepreneuriat, j'y arrive. Ceci dit, maintenant, comment relever ce défi? Donc, ce groupe de professionnels de la diaspora qui rentrent en tant qu'entrepreneurs, il les faut d'abord mobiliser définitivement les compétences sur place qui peuvent les aider à relever ce défi. Et dans de tels scénarios, je pense que il est incontournable de confronter les pouvoirs publics, les responsables politiques, parce que cela nécessite un investissement de fonds. C'est-à-dire qu'on doit, les services, les politiques doivent comprendre qu'on peut avoir toutes les bonnes idées de la terre, avoir les compétences, mais que si le système d'éducation n'est pas innové et up-to-date pour pouvoir produire assez, entre guillemets, pour que le problème de ressources humaines ne se résout pas en un jour, qu'il faut une vision claire politiquement d'éducation pour avoir des compétences sur place. Donc, il faut déjà commencer à faire une campagne de sensibilisation au niveau des politiques pour dire que voilà, nous, on veut rentrer, on a des idées merveilleuses,
on a même les moyens pour les réaliser, mais les ressources humaines ne sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la politique ou la vision que vous avez pour pouvoir surmonter ce problème? Donc, parce qu'en tant qu'entrepreneur de la diaspora, tu vas te retrouver maintenant à t'investir dans l'éducation, dans des secteurs clés ou dans le domaine économique. C'est pas vraiment ton task. Ton task, c'est d'amener l'idée et de sensibiliser et les politiques pour dire qu'ici, il y a besoin de voir comment nous pouvons produire plus de professionnels sur place. Donc, à mon avis, il y a un problème de fond des politiques à mettre, à investir sur les ressources humaines. Yeah. Et c'est un grand problème que ceux qui rentrent dans un esprit d'entrepreneuriat ont à confronter. Voilà, malgré tous les moyens qu'ils amènent additionnellement, financièrement, etc. Et ce n'est pas un problème qui se résout du jour au lendemain. Bon, soit on fait du outsourcing, c'est-à-dire qu'on amène des gens de l'extérieur, ce qui engendre aussi des coûts pour faire marcher le business. Je pense qu'à long terme, la bonne approche, c'est de vraiment s'investir auprès des pouvoirs, des pouvoirs politiques pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que notre éducation soit, qu'on ne forme pas seulement des diplômés, mais qu'on forme des gens qui peuvent aussi faire fonctionner l'économie du pays, faire fonctionner les business. Donc, je pense que cela est incontournable. On ne peut pas relever de tels défis en tant qu'entrepreneur seul. Il faut impliquer les politiques, il faut pour qu'ils s'investissent plus dans ce secteur des ressources humaines, des compétences. Voilà. Donc, moi, je pense que, à mon avis, cette pénurie de compétences dans nos pays est un problème d'abord politique, de vision politique, et qu'en tant que professionnel de la diaspora, on n'a pas beaucoup de choix que d'impliquer les responsables directs dans le processus à long Merci terme. beaucoup, Dr. Voilà. Aouar. Oui, absolument. Et je pense que nous allons revenir à cela tout à l'heure. Je voudrais pouvoir donner l'opportunité à Mme Panou aussi de contribuer à cette question, justement aussi de pénurie de compétences. Dr. Aouar a touché à quand même la plaie même, mais nous aimerions pouvoir aussi avoir un peu l'avis de Mme Panou. Oui, merci pour la parole. Oui, en effet, c'est certainement à long terme un problème, cette pénurie de compétences, c'est certainement à long terme un problème politique. Mais je pense qu'il faut qu'on voit au-delà de ça. C'est-à-dire, est-ce que nous, individuellement et en tant que diaspora, comment est-ce que nous pouvons faire un changement par rapport à ça? Parce que la réalité est que nos gouvernements ont beaucoup sur leur plat. Et c'est clair que l'éducation, c'est une des clés de développement. Mais entre-temps, moi, je pense souvent au cercle d'influence. Okay? Donc, nous, on est de la diaspora, on est rentré. Voilà, le gouvernement, il est ce qu'il est, ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et moi, c'est à travers, je pense que c'est du coaching et du mentorat, le fait de, je vais donner mon exemple, qui est peut-être pas l'exemple de tout le monde, mais moi, j'ai évolué dans le milieu des organisations internationales. Aux États-Unis, je venais travailler en Afrique sur des missions. Bon, je pressentais, j'étais auditeur en ce moment, donc je pressentais un peu peut-être le manque de capacité des fois, mais pas autant que quand je suis revenue pour travailler full-time en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'organisation avec laquelle je suis rentrée en Afrique est une organisation qui est complètement locale. Donc, Sanru est une organisation congolaise
Et aujourd'hui, 10 ans après je veux dire son existence, il se compte parmi les plus grandes ONG en RDC. Et la RDC a beaucoup d'ONG en termes de financement, en termes de capacité, en termes de système. Et cela a été possible avec des Congolais. Donc, je pense que à un certain niveau, c'est possible. Et comment ça s'est passé? Comment s'explique le success story de Sanru? Sanru a un mix de personnes, c'est-à-dire ils n'ont pas eu peur de faire appel à la diaspora, donc des personnes comme Dr Diallo, des personnes comme ma sœur ici, Nancy Boiré, des personnes comme nous. Ils n'ont pas eu peur d'appeler les gens de la diaspora, qui sont des Africains, qui comprennent les réalités du pays, mais aussi, nous avons aussi beaucoup appris des gens qui étaient ici, parce que moi, personnellement, quand je venais des États-Unis, je pensais que je venais apprendre à beaucoup de gens. OK? Il y a certaines choses que je savais parce que j'ai fait certaines études que personne, il y a des gens qui ne l'ont pas fait, mais les réalités du terrain, certains aspects culturels, même la manière de travailler. Je me rappelle ma première réunion. Alors, moi, je viens d'un environnement professionnel anglo-saxon. Alors, la première réunion, c'était comme une classe pour moi parce que d'abord, c'était très solennel, tout le monde s'appelait docteur et tout le monde, vous voyez. Donc, pour moi, c'était un learning process. J'ai appris quelque chose, right? Un autre exemple, même des staffs de mon équipe, j'ai une équipe de 74 personnes, des personnes formidables, que je peux dire que, well, yeah, c'est vrai qu'il y a certains côtés, oui, il y a peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait l'université aux États-Unis et qui a peut-être des aspects de gestion ultra complexes qu'ils ne comprennent pas encore. Mais j'ai trouvé des gens qui étaient disponibles à apprendre et des gens qui étaient ouverts. Et la manière dont, pour moi, la démarche a été, en tant que quelqu'un qui venait de la diaspora, c'est avoir vraiment cette attitude d'abord de learner, cette aptitude d'apprenti d'abord, right? Donc, je suis allée vers eux. Ma première semaine au travail, je suis allée, c'était une équipe de finance, donc je suis allée à l'archiviste. L'archiviste dans l'équipe est considéré comme le dernier niveau en termes de rôle, en fait. Et je suis allée trouver l'archiviste et je lui ai dit, ça c'était aussi un autre apprentissage. Au Congo, tout le monde s'appelle maman. Je dis, maman, une telle. Et je lui ai dit, c'est vrai que moi je suis là, c'est vrai que c'est moi votre chef, entre guillemets, mais j'ai besoin de savoir ce que tu fais. Alors, histoire vraie, le lendemain, j'avais plus de talons, j'ai mis mes baskets, je suis rentrée dans la salle des archives et puis j'ai appris à savoir ce que ces gens font. En fait, c'est une technique d'audit que j'ai utilisée qui s'appelle le walkthrough, mais ça, on le faisait en audit pour savoir ce que les gens faisaient de mal. Là, j'ai utilisé ça plus pour comprendre. Et quand je suis restée avec cette dame-là, une demi-journée, une journée, il y a eu une connexion. J'ai pu comprendre, d'abord, j'ai pu comprendre les processus derrière le travail de cette personne. Parce que pour moi, être en mesure d'évaluer cette personne demain et évaluer et savoir quelle capacité apporter à cette personne, je devais d'abord savoir ce qu'ils font. Et j'ai fait la même chose jusqu'au comptable, au chef comptable. Et ça a été une leçon apprise, mais également une opportunité d'apprendre d'eux, mais aussi d'apprendre. Donc, un dernier exemple par rapport aux capacités, à l'augmentation des capacités. Dans notre organisation Sanru, nous sommes très innovateurs. Donc, ce que nous avons fait, c'est amener des consultants. Nous n'avons aucun problème à amener des consultants. Nous formons nos équipes. Par exemple, en ce moment, nous sommes dans un processus de reformulation de nos indicateurs de performance. Et derrière ça, il fallait connaître le processus de chaque personne. Donc, c'est un peu le même point. Et à part ça, donc quand on détecte maintenant les gaps dans les capacités de ces personnes, en ce moment, on dit, OK, cette personne, tu es un très bon comptable, mais apparemment, voilà, tu as des soucis quand ça arrive à écrire des lettres à la banque. Je prends juste un exemple simple. Et en ce moment, OK, on va te donner une formation par rapport à ça. Donc, je pense que Sanru, notre organisation, étant locale avec des Congolais et des gens locaux,
avec des capacités locales. Je pense que c'est un très bon exemple de transfert de ces capacités, mais des transferts de capacités des deux côtés. Merci. Merci beaucoup, Madame Panou. C'est vraiment passionnant parce que je suis restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour finaliser le talk show de ce matin. Et vous avez touché à beaucoup de points, et Dr. Awa aussi, sur lesquels je reviendrai pendant ma présentation. Et effectivement, en résumé, hein, là où je parlerai de la deuxième partie, les opportunités stratégiques, nous allons y revenir, mais vous avez dit beaucoup de choses. La problématique de vision politique, vous avez parlé de l'attitude d'apprenti qui est très nécessaire, qui en fait dérive en fait de l'humilité. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Vous avez aussi parlé du walkthrough qui est très important, effectivement, qui englobe en fait la dimension humaine. Parce que tu restes pas dans ton bureau pour donner les ordres, mais tu te mets à leur niveau, tu descends à leur niveau pour vraiment comprendre leur réalité. Et en faisant cela, justement, tu arrives à vendre ta vision. Très important. Nous allons y revenir tout à l'heure. Madame Panou, un environnement de travail difficile est aussi un autre défi qui freine ou ralentit certains professionnels de la diaspora africaine et qui les ralentit en fait à rentrer travailler au Bercail. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est, on touche aux sensibilités. En effet, je pense que ça, c'est peut-être une des meilleures, une des discussions favorites quand les Africains se rencontrent, surtout quand ils sont de la diaspora. Mais comment tu fais? C'est pas facile. Encore une fois, dans mon expérience, j'ai eu l'expérience dans 2 pays, un pays africain qui n'est pas le mien, un pays adoptif qui est la RDC, et un pays africain qui est le mien, là où je suis née, le Niger. Alors, en RDC, je pourrais dire que ce qui a été le plus complexe à assimiler, c'est l'éthique du travail et comment la manière de travailler des gens. Donc, au début, en tant que personne de la diaspora, nous rentrons en Afrique en se disant que oh non, bon, c'est l'Afrique, on est africain, on connaît, on va s'en sortir. On va s'en sortir. D'ailleurs, on est noir, donc on va nous confondre avec tout le monde. Et c'est pas du tout ça. Parce que quand on arrive, moi, je me rappelle que mes collègues, quand j'étais arrivée, on nous a présenté et après, quelqu'un m'a fait la remarque, il m'a dit, la confidence, il me dit, quand on avait vu ton nom, on pensait que c'était une Américaine qui allait venir. Donc, nous, on était déjà braqués. Ensuite, on voit, on dit, oh, c'est notre sœur. Ensuite, on commence à te voir, tu commences à travailler, on dit, mais celle-là, elle n'agit pas comme une sœur. Donc c'est un peu, nous sommes tous un peu pris dans ces 2 identités. Et dans le monde professionnel, c'est un peu difficile des fois, parce que des fois, on vient avec une éthique du travail qui est totalement différente. Pas pour dire que l'éthique du travail en Afrique n'est pas bien, mais elle est totalement différente. On vient avec une façon de faire qui est totalement différente. On vient avec un niveau de professionnalisme qui est absolument très impersonnel, je peux dire, parce que venant des États-Unis, il y a certains aspects qui restent très, très rigides, très automatiques et tout ça. Mais en Afrique, ce n'est pas vraiment ça quand on vient. Alors, l'expérience en RDC, c'est plutôt très, très bien passé, à mon avis, j'espère. Parce qu'à la fin, c'est quand même, ils ont une culture très ouverte et très adaptive, très, très accueillante de la personne qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, je les trouve vachement très, très durs entre eux, mais quand vous venez de l'extérieur, ils sont beaucoup plus ouverts. Et ça, je pense que ça a été une chance pour moi, en tant que diaspora, de pouvoir m'intégrer. Donc, je me suis totalement intégrée professionnellement dans la vie congolaise. Voilà là où je me sentais sur mon nuage quand, pour des raisons familiales, j'ai dû aller travailler au Niger. Et je me suis dit, wow, Niger, j'ai pu faire RDC, Niger, c'est mon pays, je suis née là-bas, je connais tout. Et je me rappelle que
à l'aéroport, puisque j'étais au Niger en tant qu'expatriée dans mon propre pays, encore un autre rêve que beaucoup de gens de la diaspora, c'est le rêve, être expatrié dans son propre pays. Donc, j'arrive à l'aéroport et le chauffeur me prend, puisque je venais de la RDC, de l'organisation où je travaillais. Et puis, quand on rentre dans la voiture, je lui parle la langue locale. Il a failli faire un accident. Parce qu'il s'est dit, d'abord, il me dit, tu ne ressembles pas à une Nigérienne. Pourquoi tu parles cette langue? Et puis, tu es censée venir du Congo. Tu es une Congolaise au Niger. Pourquoi tu... Donc, c'était d'abord le premier choc. Mais je peux dire que professionnellement, je peux dire peut-être que c'était un des temps les plus difficiles de ma carrière. Travailler dans mon propre pays. Alors, donc, des petites choses comme on n'est jamais prophète chez soi, ça c'est vrai. Mais surtout, le niveau d'intégration était extrêmement difficile parce que, bon, les gens n'acceptaient pas toutes ces nouvelles idées. Voilà. Donc, je dirais, en général, ce domaine va dépendre de pays en pays. Je peux dire aussi que c'est plus facile à la diaspora d'aller dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Peut-être que j'ai tort, mais voilà. Donc, moi, c'est ça qui a été mon expérience. Merci. Madame Panou, pendant toute votre présentation, je rigolais en fait à certains moments parce que hier, ou plutôt ce matin, à 1h30 du matin, dans la deuxième partie que j'ai préparée, que je vous présenterai tout à l'heure, je parlais de ça. Être stratégique, c'est-à-dire que le retour au bercail doit se faire en fait comme un project management. Tu dois prendre le temps de préparer cela. Et une des stratégies que je parle, je dirais tout à l'heure, c'est justement de commencer dans un environnement neutre, si possible dans un pays africain qui n'est pas le vôtre, pour une réadaptation graduelle. Donc, ça me faisait vraiment rigoler. Et tout à l'heure aussi, quand vous parlez de justement le niveau de professionnalisme, je me rappelle que je gérais en fait un projet de procurement des ordinateurs au Sénégal avec le projet de l'USAID. Et à un moment, je devais aller sur le terrain à Dakar au Sénégal pour 1 mois, justement pour l'évaluation du projet et tout. Et normalement, Mme Panou peut attester, quand tu travailles pour les organismes internationaux, tout est vraiment réglementé. Hein. Le billet d'avion, tu ne te lèves pas pour acheter ton billet toi-même. Il y a une agence de voyage qui est carrément au sein de l'organisme et tu passes par l'agence de voyage pour le billet et tout. L'hôtel aussi, c'est la même chose. Selon les normes de l'USAID, on doit en fait utiliser des hôtels qui sont en fait en partenariat avec, comme des vendors en fait, quand je dis vendors, c'est-à-dire qui collaborent en fait avec l'USAID. Donc, et je me rappelle que j'étais, je pense, à 2 jours de mon voyage à Dakar. Et le projet à Dakar, l'assistante administrative qui m'écrit pour me dire que voilà, la période où j'arrive, il y a une grande conférence internationale à Dakar. Et donc, l'hôtel où normalement on doit aller, je devais descendre, qu'il n'y a plus de place. Et voilà maintenant la deuxième en chef du projet, qui est sénégalaise, qui décide en fait sans me dire que moi, je vais aller loger chez elle. Heureusement que j'ai eu l'information à 2 jours, and I was like, no, I don't think so. Je ne viens pas pour loger chez quelqu'un, je ne viens pas en vacances là. Oh non, vraiment, c'est pour te mettre à l'aise. Vraiment, merci beaucoup, madame, mais je ne viendrai pas chez toi. Ben écoute, il n'y a plus d'hôtel du standard que normalement nous avons l'habitude d'utiliser. Il n'y a que les petits standards. Et je lui ai dit, je préfère aller au petit standard. Combien de temps la conférence va durer? 1 semaine. OK, je suis à Dakar pour 1 mois là. Donc, pour 1 semaine, il n'y a pas de problème. Je vais à l'hôtel qui est d'un standard un peu moins pour 1 semaine. Et après, maintenant, vous me transférez à l'hôtel où habituellement on va là-bas. Ils étaient choqués. Ils étaient choqués et j'ai senti vraiment que la dame était frustrée. Mais quand je suis arrivée, j'ai tenu vraiment à parler avec elle pour lui dire, écoute,
Je ne veux pas que tu prennes ça vraiment comme une offense, mais je préfère vraiment faire le démarquage entre le travail et puis les vacances. Je viens vraiment pour le travail. On n'est pas en train de parler de 2 jours, hein, c'est tout un mois. Je ne me vois pas en train de loger chez toi pendant tout un mois et vraiment te déranger. C'est comme ça que je l'ai mis. Mais effectivement, quand Mme Panou parlait, ça me faisait rigoler parce qu'il y a plein d'anecdotes comme ça, en fait, où effectivement, des fois, si tu ne fais pas attention, ça peut amener vraiment un clash très rapide et il faut être très diplomate pour vraiment ramener, en fait, la tension au niveau bas. Donc, Dr. Diallo, juste une ou deux phrases. Est-ce que vous pouvez aussi ajouter quelque chose justement sur cet environnement de travail difficile dont nous sommes en train de parler? Oh, vous êtes mute? Excusez-moi. Oui, je souriais aussi pendant toute l'intervention de Madame Inès Panou parce que j'avais l'impression qu'elle parlait de moi aussi. Et effectivement, je me reconnais très bien ici en tant que professionnelle malienne de la diaspora qui initialement a fait ses études en Allemagne. Et j'ai décidé justement de choisir un pays de transition. Parce que quelque chose me disait que, enfin, l'Allemagne, c'est plus ou moins 20 ans de ma vie et je peux dire que j'étais très imprégnée de la culture allemande, surtout sur le plan professionnel, l'approche, etc. Donc, du coup, j'arrive, donc je choisis l'Afrique du Sud, qui est mon pays adoptif, enfin que je choisis à cause des convictions personnelles, le passé du pays et l'ironie du sort, on en viendra plus tard, une société multiculturelle, ouverte, un peu d'Occident, un peu d'Afrique. Donc pour moi, c'était la panache. Je ne peux pas avoir mieux comme pays de transition avant de rentrer chez moi. Bon, donc j'arrive ici en pensant que je suis en Afrique. Voilà. J'ai commencé ma formation de spécialiste à l'origine en Allemagne et je l'ai continué donc à Durban, qui est sur la côte est de l'Afrique du Sud, dans la région qu'on appelle le KwaZulu-Natal. Donc, c'est au fait le pays des Zoulous. Alors, donc, je dis, bon, les premiers mois, c'était terrible. J'ai fallu tout ramasser et rentrer en Allemagne. Parce que mon chef s'est retrouvé avec des lettres de plainte presque chaque semaine sur Dr Diallo. Et ce mot m'irritait. À cette époque, je ne maîtrisais pas l'anglais fluemment aussi. Bon, je me débrouillais bien, mais... Et que les gens se plaignaient que j'étais rude. OK? Bon, que j'étais rude et je ne comprenais pas ce que c'était rude. En Allemagne, je n'ai jamais entendu ce mot-là. J'ai essayé de voir la traduction en allemand et j'ai dit, voilà, en français, littéralement, rude, c'est pas brut, mais un peu, voilà, en français, on dirait quelqu'un de rude aussi, hein, ça se dit en français, et un peu brut, un peu. Et donc, je me dis, mais moi, j'ai passé tout ce temps en Allemagne, professionnellement, je n'ai jamais entendu ce mot. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici, je ne comprends pas. Donc, j'ai eu une chance énorme d'avoir des chefs qui avaient aussi un parcours international, qui étaient ouverts au monde, qui comprenaient les différences culturelles. Et mon chef m'a convoqué un jour, le professeur Rops, et qui dit, Docteur Diallo, nous savons que vous travaillez
vous êtes très engagé dans votre travail. Nous n'avons aucun reproche, aucune reproche sur ce plan. Vous êtes vraiment un work alcoholic. Mais il y a un problème. C'est votre communication. Vous n'êtes pas en Allemagne ici. Ici, c'est ici, on ne sait même pas ce que c'est exactement parce que c'est un peu entre l'Afrique, culture africaine et une culture aussi un peu anglo-saxon, mais un peu plus british. Pas à l'américaine, mais c'est surtout plutôt le système universitaire ici, est aussi calqué sur le modèle britannique, sur le modèle british. Donc, voilà. En gros, je pense que votre approche, que nous comprenons que c'était un clash culturel, parce que vous avez une approche germanique, et on a ici, en Afrique, avec un touch british. Donc, il y a une manière de parler, il y a une autre approche, voilà. Bon, mais ne vous en faites pas. Ça, on comprend que s'adapter, ça prend du temps. Évitez d'être confrontationnel. Si vous avez des problèmes, de toute façon, vous êtes en formation, donc il y a une hiérarchie. S'il y a des problèmes, n'allez pas confronter, surtout, laissez-nous, vos superviseurs, gérer cette affaire. Voilà. Donc, du coup, j'ai changé ma stratégie, j'ai évité, bien que souvent le naturel l'emportait, mais j'ai essayé d'éviter les situations frontales. Bon, ce qui est très germanique et et qui était pour moi une manière normale d'être. Et là, on me dit, non, ici, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, tout cela pour confirmer que même en Afrique, en se sentant en Afrique, on n'échappe pas, parce que l'Afrique est un pays avec des cultures tellement différentes, des réalités tellement différentes, mais on n'échappe pas aussi à ce clash culturel. Donc, ceci dit, je vais résumer tout cela, qu'effectivement, les difficultés on peut les classifier entre guillemets, entre des facteurs externes qui sont par exemple le contexte culturel, le regard qu'on porte à une femme professionnelle africaine qui vient dans un pays, surtout quand ce n'est pas encore son pays d'origine, ça devient encore plus curieux parce qu'on se demande quelle est cette femme professionnelle venant de l'Allemagne. Et dans mon cas personnel, les gens étaient très embrouillés. Ils ne comprenaient pas. Malienne d'origine, d'abord francophone, a fait des études en Allemagne, donc aucune connexion. Ensuite, immigre en Afrique du Sud, donc il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. Donc, c'est déjà le regard déjà qu'on porte sur moi. Voilà. Oh, donc, et quelque part aussi, bon, je suis un peu la star rock'n'roll parce que voilà, quelle est cette dame qui est all over the show et que voilà, les gens ne comprennent rien. Et bon, quand les gens ne comprennent rien, qu'est-ce qu'ils font? La réaction humaine, c'est que soit ils deviennent hostiles parce qu'ils ne comprennent pas ça, donc il y a quelque chose, ils deviennent méfiants, donc donc, ça rend les choses très difficiles en termes d'intégration dans ces pays. Donc, ceci dit, il y a aussi des facteurs personnels aussi, hein, parce que on se demande, on a des conflits intérieurs, on se demande si on est accepté, quelle est l'image qu'on reflète. Donc, ensuite aussi, il y a des paramètres tels que aussi les revenus, parce que quand on quitte le pays d'accueil, pour la plupart d'entre nous qui se trouvent dans les pays qu'on classifie comme pays développés, il y a d'autres tarifs de rémunération par rapport à nos pays d'origine. Donc, on a aussi ce problème, on se pose cette question aussi, est-ce que je vais être rémunéré d'une manière assez convenable? On a toujours la tendance de comparer et là, ça devient un piège.
bon, dans mon cas précis, ça a été ce problème en termes de revenus était très vite réglé. Ce que j'ai pu repérer très vite en Afrique du Sud, c'est que, au fait, on a un standing de vie à l'occidental avec des coûts 2 fois moins chers. Donc, sur ce plan, personnellement, pour moi, c'était une situation de win-win. Voilà. Mais je suis bien consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a certaines personnes, en rentrant, se retrouvent non seulement avec ces problèmes de perception externe, mais aussi des problèmes existentiels en termes de revenus. Et donc, tout cela, ces facteurs peuvent compliquer l'intégration et rendre les choses compliquées. Donc, ces problèmes sont existants. Maintenant, on revient à la case de départ, il faut se poser les bonnes questions, se dire d'abord qu'est-ce qui peut être ma contribution ici, hein? D'abord s'arranger avec son environnement, ça c'est important. Ensuite, essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut porter soi-même pour trouver un certain équilibre, que ce soit en termes d'intégration culturelle ou en termes de revenus, de rémunération. Enfin, comment on peut trouver un équilibre. Bon, je pense qu'il n'y a pas de formule magique et que chacun doit voir par rapport à son contexte. Voilà, maintenant, je fais face à ces problèmes, le pour, le contre. Qu'est-ce que je peux rectifier? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et à partir de là, voilà, se donner sa propre solution. Mais il y a des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Diallo. À cause du temps, nous allons abréger vraiment les réponses pour pouvoir couvrir tout ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Ceci nous amène justement à une autre facette, qui est une double idée fausse, qui est en fait latente, mais qui est là. Et Madame Panou, du côté du Bercail, il semble qu'il y ait une certaine double idée fausse sur la diaspora professionnelle africaine. Que pensez-vous de cette idéalisation des professionnels de la diaspora qui se voient négligés ou au pire, pas vraiment inclus dans leur pays d'origine? Je pense que vous avez touché légèrement à ça tout à l'heure, mais je voudrais vraiment que vous puissiez extrapoler sur cela, s'il vous plaît. Comme je disais, merci encore pour la question, mais comme je disais tout à l'heure, c'est le rêve. Aujourd'hui, si vous arrêtez un jeune professionnel ou même si vous êtes une petite souris, vous rentrez dans une discussion de jeunes professionnels de la diaspora en train de prendre leur café en ce moment à DC, tout le monde est en train de rêver de rentrer au pays et puis faire des grandes choses et changer le pays et avoir cette vie de rêve qu'on voyait les autres avoir quand nous, on n'était pas professionnels. Et voilà, donc le rêve de chaque, et j'aimerais que ce rêve ne parte pas, hein, by the way. Il faut garder ce rêve-là. Parce que je pense que c'est ça aussi qui continue à nous faire rester ici. Alors, donc, le rêve de chaque personne de la diaspora, c'est rentrer dans son pays d'origine et de faire le changement et d'apporter un changement, d'être accepté, comme Dr. Diallo l'a dit tout à l'heure. Mais malheureusement, dans la plupart du cas, c'est pas ça la réalité. Je pense qu'il y a déjà un niveau d'attente que nous avons nous-mêmes avant de rentrer dans la partie de la question où vous parlez de l'image qu'on nous donne. Mais nous-mêmes, nous avons des attentes un peu irréalistes. C'est-à-dire, moi, par exemple, je connaissais le Niger parce que j'y étais née. J'ai quitté le Niger, j'avais 14 ans. Donc, pourquoi est-ce que je pense qu'en tant que professionnelle, dans ma trentaine, je pense que je peux arriver au Niger et comprendre. Mais pour moi, le fait que j'étais d'origine nigérienne, le fait que je sais parler la langue et que j'ai tous mes tontons et mes tantis là-bas,
et que je suis bien. Quand je viens au Niger en vacances, je m'attendais à ce que ma vie professionnelle soit comme des vacances allongées. En plus, des vacances où on me paye et j'ai tout le bon truc, maison, villa, voiture, chauffeur. Et c'était pas du tout ça. Bien sûr, tout le truc matériel était là. Le docteur Diallo a bien parlé j'ai bien négocié comme en bonne américaine. Mais ce que j'ai pas négocié et que je m'attendais pas, c'était le climat de travail. C'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur. C'était dur d'abord parce que un moment, étant donné les capacités, je retourne un peu notre discussion sur les capacités, c'est tellement un débat, tellement... en même temps, les gens parlent de ça de manière générique et générale, mais en même temps, c'est tellement différent d'un pays à l'autre. Alors, moi, je venais de la RDC où peut-être que la capacité de niveau éducation n'était pas la même, mais la motivation au niveau du personnel est tellement différente parce qu'ils avaient une culture assez différente. Je rentre au Niger, des gens avec de très bonnes capacités, diplômes et tout, mais culturellement, nous avons une culture assez fermée, la culture du Sahel, un peu sensible à chaque discussion. C'était très difficile. L'aspect religion était là. Je me souviens qu'il y avait certaines réunions professionnelles où je donnais la main à des membres haut placés ou même des gens et ma main restait tendue parce que j'étais une femme. Ils n'allaient pas serrer ma main. Et souvent, c'était des réunions où c'est moi qui présidais, ou c'est moi qui dirigeais, ou c'est moi. Donc, il y avait cet aspect de, oui, c'est vrai, j'ai ce niveau professionnel, j'ai ce niveau de... Mais de l'autre côté, il y a mon identité femme qui est réduite et qui impacte ma vie professionnelle. Je me rappelle, on a fait un entretien. Pendant l'entretien, on demande au monsieur, le gestionnaire de ressources humaines demande au monsieur, est-ce que vous avez un problème à travailler sous l'autorité d'une femme? Alors là, le monsieur, avec tout son... Il dit, absolument pas. Moi, j'ai 4 femmes à la maison. Moi, je ne vais pas me faire commander par une femme. Oh, bon, wow. Ne sachant pas que la personne qui allait le commander était dans l'équipe. Wow. Donc, pour vous dire la difficulté qui était à pouvoir faire passer des processus de travail, c'était compliqué. Donc, à la fin, on se retrouve à naviguer seul. Et à part ça, là-bas, il y avait aussi l'aspect de... Bon, on parle du racisme partout, mais on ne parle pas du revers de la médaille. Hein. Si moi, j'étais d'une différente couleur, je pense que mon expérience au Niger a été différente parce que les gens allaient accepter plus ce que je disais. Là, on me voyait plus comme une femme. Celle-là, elle était comme nous. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Et je pense que Dr Diallo en a parlé tout à l'heure en termes de femmes au niveau d'autorité. C'est peut-être pas accepté partout. Il y a des gens qui sont même méfiants. Ils se disent qu'est-ce qu'elle veut, elle veut faire quoi, elle veut me chasser. Bref, c'était pas une. Mais pour ne pas rester sur le côté négatif, ça a été une très très bonne expérience parce qu'au moins ça démystifiait, en tout cas de ma part, ce rêve de retourner dans mon pays d'origine. Et à la fin, je me suis dit, et pour ça c'est peut-être un peu trop idéaliste, je me suis dit, là où on est heureux, c'est là-bas la maison. Là où on a de la joie de vivre, c'est là-bas. Parce qu'en étant de la diaspora, on a toujours cette double identité. On est un peu même un peu ingrat, je peux trouver, parce que des fois, on va dans un pays d'accueil et quand on s'assoit, on dit « Ah, ce pays est trop dur et tout ça, on retourne au bercail, on va faire… » Donc, je trouve que des fois, on a ce… Mais quand on retourne au bercail, on se retrouve de ce que j'ai reçu de ce pays. Peut-être que je ne l'aurais jamais reçu dans mon pays d'origine. Mais après, on se rend compte, en fait, que le pays d'accueil est aussi notre pays. Moi, j'étais étonnée quand je rencontrais en vacances aux États-Unis. Je me disais, oh, je suis rentrée à la maison. Alors qu'au début,
je faisais, et je pense que Merci le sait très bien, pendant tout le temps de notre carrière, moi, toute ma vision était, moi, je dois retourner au pays. Je dois retourner au pays. Même si c'est pour aller balayer les bureaux, je dois retourner au pays. Voilà, donc c'est un peu ça. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment passionnant ce sujet. Mais pour une certaine gestion du temps, nous allons plutôt passer à la prochaine question avec Dr. Diallo. Dr. Diallo, du côté des professionnels de la diaspora, certains créent une fausse image en se donnant souvent beaucoup de mal pour correspondre à l'image que leur famille et leur communauté dans le pays d'origine ont d'eux. Dans certains cas, les membres de la diaspora ont même contracté des emprunts dans leur pays d'accueil pour pouvoir offrir des cadeaux coûteux aux membres de leur famille juste pour faire vivre le conte de fées. Comment pensez-vous que les professionnels de la diaspora doivent surmonter cette fausse image de conte de fées? Merci pour cette question pertinente et qui, je pense, est cette situation est l'une des raisons principales pourquoi les membres de la diaspora, aussi à certains groupes qui sont réticents de rentrer parce qu'ils veulent faire continuer le conte de fées. Et comme on le sait, le conte de fées n'existe pas et en général, ça peut se tourner en cauchemar. Et moi, je pense que ma réponse là-dessus, elle est claire, nette et directe. C'est de refuser de s'ajuster, de s'adapter à ce conte de fées. D'être authentique par rapport à ses moyens et de détabouiser aussi certains sujets. C'est-à-dire que de détabouiser le fait que on vit aussi dans ces pays d'accueil des cauchemars, on a des responsabilités et que tout ce qui brille n'est pas toujours d'or. Et il faut savoir en parler. Donc, je dis directement et clairement, en ce qui me concerne, cela n'est pas négociable, c'est de refuser de s'embourber dans un mensonge qui n'est pas réel, parce qu'avec cela, on crée d'autres problèmes. On se retrouve dans un cercle vicieux, parce qu'on se retrouve à vouloir entretenir cette image, voilà, de success story, que tout va bien et qu'on a les moyens, et que, voilà, on connaît tous ce phénomène de vacancier qui rentre avec 3 à 4 valises, qui déverse des cadeaux sur tout le monde. Et entre parenthèses, on a payé des excédents de bagages qui sont supérieurs, dont les frais sont supérieurs à la valeur même des cadeaux qui sont dans les valises. Donc, il faut trouver un équilibre. Définitivement, pour moi, c'est un no-go de vouloir entretenir une fausse image. En même temps, je pense qu'on vient dans nos pays d'origine, dans de sociétés où on a une certaine générosité naturelle à vouloir faire plaisir à la famille, à vouloir faire plaisir, à vouloir aider. Culturellement, c'est très important dans une société. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on soit complètement insensible à cela. Mais ça doit se faire par rapport à ses propres moyens. Ça doit se faire par rapport à ses propres capacités. Et souvent, effectivement, les gens sont prêts juste pour entretenir le mythe de s'endetter en rentrant chez eux. Et quand ils retournent,
certains n'ont même plus à manger dans leur frigidaire, dans leur pays d'accueil. Alors, est-ce que ça, c'est une situation louable dont on doit être fier? Je dirais non. C'est vrai que culturellement, on a tendance à vivre un peu au-dessus de nos moyens. Et moi, je vois en cela un grand danger, finalement, de s'intégrer des deux côtés. Non seulement on n'arrive pas à économiser peut-être assez pour pouvoir rentrer chez soi, si tel est le souhait, parce qu'on fait des dépenses extravagantes, on veut faire vivre un mythe qui n'existe pas. Et ensuite, en rentrant dans son pays d'accueil, dès qu'on ouvre la boîte à lettres, on se retrouve avec des factures qu'on ne peut pas honorer parce qu'on vient juste de rentrer des vacances où, voilà, d'abord, il faut avoir des fringues pour impressionner. Ensuite, quand on arrive, il faut distribuer de l'argent à tout le monde, s'exposer dans des cérémonies chez nous, typiquement avec, par exemple, des griots, et distribuer des billets qui vont dans l'air. Et la griotte même va t'encourager en te disant oui, la grande chirurgienne de Berlin et de Johannesburg. Et donc, tu rentres dans l'euphorie carrément. Alors, ce sont des pièges, ce sont des pitfalls. Et je pense que il faut savoir trouver, je me répète encore, un équilibre sain. Il faut certes aider là où on peut, mais pas au prix d'un sacrifice à goût amer et qui finit par être même un handicap pour son propre épanouissement des deux côtés. Dr. Diallo, effectivement, il y a eu un talk show que j'ai fait il y a quelques mois sur la demande et les demandes incessantes d'argent de la part de la famille et des inconnus. Et le talk show, je pense que la semaine passée, j'ai une amie virtuelle qui a parlé de ça, qui est à Bamako, et j'ai remis en fait la vidéo encore pour vraiment rafraîchir la mémoire des gens. Et je pense que ce sera l'objet aussi d'un autre talk show pour vraiment rentrer justement, discuter en fait de ce conte de fées. Cette image fausse, il est vraiment temps qu'on se dise la vérité. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, je suis allée à Bamako juste pour une semaine parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie, mais je ne me suis pas cassé la tête. D'abord, avant que je n'arrive, mes frères qui étaient là, bon, ben écoute, on va repeindre toute la maison, la climatisation ou dans la chambre où tu vas rester, il faut qu'on change et tout. J'ai dit, mais vous parlez de quoi là? Ah, mais tu viens avec ton enfant qui est américain. J'ai dit, d'abord, il n'est pas américain, il est américain sur papier. Il est né ici, il est africain. Il va aller goûter à la réalité de l'Afrique. Ne changez aucun ici. Et donc, ma famille était vraiment dépassée. Je suis arrivée et tout. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie. Les histoires de, comme Dr. Diallo l'a dit, distribuer l'argent et tout, ce n'était pas mon problème. Et je n'hésitais pas à dire aux gens, je n'ai pas prévu ces vacances, je n'ai pas d'argent. Carrément. I don't have it, I don't have it. Il est vraiment temps que la diaspora, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que ça crée tellement de problèmes et ça empêche beaucoup de mains de pouvoir rentrer. Parce que tout cet argent que tu es en train de distribuer, le jour où tu vas rentrer, où tu n'as pas construit, les mêmes personnes à qui tu as passé des années à distribuer l'argent vont s'amuser et vont rire de toi en fait. Et donc, je pense que c'est une question de priorité, de mettre ses priorités en ordre et savoir vraiment qu'est-ce qui est important. Nous allons continuer maintenant dans la gestion des attentes concernant le potentiel de la diaspora. Madame Panou, quelle est votre observation sur l'inéducation entre les attentes des diasporas vis-à-vis de leur pays d'origine et la réalité qu'elles rencontrent une fois qu'elles se sont installées pour y travailler? Je sais que vous avez légèrement touché à ça, mais juste une ou deux observations sur cela, s'il vous plaît.
Oui, en effet, oui, il y a en même temps les attentes irréalistes que nous-mêmes nous faisons, qui font souvent partie de notre aspiration et qui est normal, hein. Donc, on attend à ce qu'on amène, on change le monde et tout ça. Et en d'autres termes, on fait des changements. Et ça, il faut le dire. Euh, je peux toujours donner l'exemple de la RDC ou bien de l'organisation avec laquelle je travaille. Je peux voir un très grand changement entre le moment où je suis arrivée, le moment où j'ai commencé avec cette équipe et maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui est forcément celle qui a fait tout le changement parce que avec la même équipe, j'ai quasiment travaillé il y a 10 ans et c'est cette même équipe qui est là. Bien sûr, elle a grandi, mais les personnes clés sont là. Donc, je n'ai pas forcément, parce que souvent c'est facile de dire, oh, mais moi je suis venue, parce que j'ai vu cette expérience de beaucoup de la diaspora, ils viennent, oh, j'ai viré toute l'équipe, j'ai amené des nouvelles personnes. C'est pas le cas pour nous. Moi, je suis venue, j'ai trouvé des gens déjà dans l'organisation avec leurs capacités limitées à ce que moi j'attendais, parce qu'elles ne sont pas limitées, elles sont limitées par rapport à nous, nos attentes et les attentes de l'organisation qui voulait aller à un niveau international. Right? So, c'était amener ces gens-là qui avaient leur façon de faire tout le temps, et ça marchait bien tant qu'ils étaient un petit projet qui gérait une dizaine de milliers de dollars, mais nous sommes gérons en ce moment des centaines de millions de dollars et nous sommes en train de compétir avec des organisations internationales, dont les Nations Unies. Donc, il fallait amener cette équipe à ce niveau-là. Et je pense que c'est un bon exemple de où les attentes de quelqu'un de la diaspora comme moi ou bien d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre après et les capacités ou bien la réaction locale. Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi un shift, right? Et souvent, c'est ça qui fait que certains de la diaspora, ça ne marche pas pour eux, ils retournent ou ils restent. Donc, il y a un trade-off, je crois que le docteur Diallo en a parlé tout à l'heure. Il y a d'abord un trade-off même par rapport à certaines conditions, OK? Conditions de travail. Je me rappelle ma fille, le premier mois où on était rentré, parce que mes enfants au début, ils étaient habitués à retourner au Niger en vacances. Donc, quand ils entendent on va au Niger, ils disent Africa. Donc, ils pensaient que l'Afrique, c'était un pays. Donc, quand on est venu ici, ils se disaient on est en Afrique. Donc, une fois je l'ai entendu, il y a eu une coupure d'électricité et je l'ai entendu. Elle était là, elle se parlait toute seule et elle se disait, ah, le Congo, c'est bien, mais il y a toujours des coupures d'électricité. Donc, pour moi, c'était un trade-off. Un enfant c'est comme ce que Merci vient de dire. Pour moi, c'était, OK, ça fait partie des sacrifices. Je crois qu'il y a aussi un très grand sacrifice qui est la santé. Un aspect, un grand, je ne sais pas comment dire trade-off en français. Sorry. Échange. Je sais que Merci nous a dit de parler. Échange. Un échange, un sacrifice, échange, right? Et maintenant, c'est la santé. Parce que peut-être que Dr Diallo étant en Afrique du Sud, où il y a les deux, moi étant en RDC ou au Niger, il y a des cas, par exemple, où on se dit que si on tombe malade ou on est dans un accident, ça ne va pas être réglé ici. Donc, il y a un certain niveau il y a cet aspect-là qui n'est pas facile aussi à gérer quand on fait le pont. Bon, voilà. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Il faut s'adapter d'abord. Il ne faut pas laisser ses propres convictions, mais il y a quand même un certain sacrifice qu'il faut être prêt à avoir et à laisser. Voilà. Wow. J'adore vraiment la discussion d'aujourd'hui. Vous avez touché à un point, je voudrais que Dr Diallo nous parle de cela. Les cas les plus extrêmes où nous avons entendu parler de témoignages d'expériences ratées ou douloureuses de beaucoup de professionnels de la diaspora africaine qui ont par conséquent dû retourner dans leur pays d'accueil
et qui a tendance à créer une idée stéréotype aux autres professionnels de la diaspora. Pensez-vous que ceci est un facteur majeur de défi, Dr. Diallo? Oh, vous êtes mute? Je suis d'accord que il y a certaines personnes de la diaspora qui, en rentrant dans leur pays d'origine, ont eu des expériences traumatiques. Ils se sont retrouvés dans des situations existentiellement compromettantes sur beaucoup de plans d'ordre, que ce soit d'ordre personnel, d'ordre professionnel, financier, etc., etc. Et qui ont dû rencontrer, qui ont dû rentrer en catastrophe. Et je pense qu'on a tous connu, on a tous croisé de telles personnes sur notre chemin, surtout quand on est dans la quête de savoir comment rentrer. On veut toujours demander les gens qui ont fait l'expérience. Donc, on tombe souvent sur des gens qui te diront « Oh là là, c'était la catastrophe et ah non, c'est impossible pour moi, this is over, c'est impossible de vivre dans ce pays-là. » Voilà, donc du coup, on devient tout de suite, on se vide de son sang, c'est-à-dire que on devient pâle tout de suite. Le choc fait que, en termes médicaux, on devient tout de suite pâle quelque part parce que on se dit waouh. Et moi qui traînais l'idée derrière ma tête que j'allais rentrer, et quand j'écoute ça, c'est terrifiant. Donc, est-ce que je ne dois pas remettre en cause encore cette décision? Et ça rend encore le pas difficile. Bon, mais moi, je pense que qu'il n'y a pas seulement des échecs, mais qu'il y a aussi des success stories, okay? Qu'on a tous plus ou moins aussi rencontrés. Donc, moi, je pense que définitivement, il ne faut pas, quand on a des convictions profondes sur son choix de rentrer, qu'il ne faut pas se laisser miner tout de suite en entendant les histoires malheureuses de certaines personnes. Et qu'il faut se dire, de toute façon, les histoires malheureuses, ça peut se passer où qu'on soit. Voilà. Absolument. Et en général, ces histoires malheureuses, on les a aussi traversées, plus ou moins aussi, dans nos pays d'accueil. Et malgré cela, on a pu se tenir sur nos deux pieds and we could make it. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir un peu cette position optimiste par rapport à ces engagements. Et bon, et il faut se poser toujours la question d'une manière objective, parce que en général, quand les gens qui ont eu des traumatismes dans leur pays d'origine, en général, ils peignent tout en noir. Et c'est en général aussi très émotionnel. Bon, certes que dans ces cas, les émotions sont presque normales parce qu'on rentre avec certaines expectations et on se retrouve vraiment déçu, et voilà. Et donc, on s'embourbe dans une logique complètement qui déborde d'émotions. Ça, c'est compréhensible. Mais moi, je pense que la vraie question ici qu'on devrait se poser, c'est de demander à ces gens concrètement qu'est-ce qui s'est mal passé. Voilà. D'un point de vue professionnel, as-tu pu trouver un travail? Comment était le travail? Combien tu étais rémunéré? Enfin, poser des questions concrètes pour savoir, parce que toutes les situations sont différentes, si ça s'adapte un peu au scénario qu'on est en train d'envisager soi-même.
et essayer de comprendre le fond du problème. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait même avoir un certain forum où les professionnels de la diaspora, et spécifiquement les femmes, peuvent raconter leurs expériences d'une manière objective pour qu'on comprenne aussi, parce qu'il y a des problèmes qui sont communs, qui sont des problèmes d'ordre, par exemple, d'ordre d'intégration professionnelle, mais il y a aussi des problèmes subjectifs comme les problèmes d'ordre social. Et moi, je pense que en général, les gens ont plus de problèmes à s'intégrer socialement en rentrant dans leur pays d'origine et s'intégrer culturellement qu'un aspect purement professionnel. En général, quand ils sont bien équipés, ils arrivent toujours professionnels à trouver quelque chose et à tenir bon. Mais en général, l'aspect social qui fait que les gens se trouvent complètement en déphasage avec les réalités sur place. Donc, oui, les expériences traumatiques existent et qu'il faudrait prendre cela cas par cas quand on rencontre des individus comme ça et surtout leur demander objectivement qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché. Et se demander, bon, si moi je rencontre cette situation, objectivement, qu'est-ce que je peux changer? Quels sont les facteurs où je peux avoir une influence pour que les choses s'améliorent ou aillent mieux pour moi? Ou quels sont les facteurs que je ne pourrais pas influencer? Donc, soit je rentre en me faisant déjà à cela. Je ne peux pas forcément changer le regard des autres sur moi. Je ne veux pas changer la culture, la coutume avec une baguette magique. Donc, ça, ce sont des facteurs peut-être que je ne peux pas directement influencer et que je dois déjà mentalement me préparer à confronter cela et à faire avec ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr. Diallo. Objectif. Voilà. Effectivement, cela nous amène à la deuxième partie du talk show qui est justement les opportunités stratégiques. Nous avons parlé en fait des défis et tout. Et tout à l'heure, quand Madame Dr. Diallo parlait, le talk show que j'ai fait le mois passé, c'est pour la journée des droits de la femme, le 8 mars passé. J'avais en fait vraiment mis l'accent en fait sur les femmes de la diaspora africaine, comment accéder au leadership dans leur pays d'accueil. Et aujourd'hui, quand vous vous rendrez compte qu'au fil de notre discussion, c'est l'opposé qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Donc, le 8 mars passé, c'était les femmes de la diaspora dans leur pays d'accueil, comment est-ce qu'elles peuvent, les stratégies qu'elles peuvent adopter. Et justement, j'avais sur le plateau 4 femmes, dont moi-même, qui avons vraiment parlé de nos expériences. Le problème de la langue, le problème de l'adaptation, la différence culturelle, le problème d'aller à l'école, d'immersion sociale et tout. On a parlé de ça du côté du pays d'accueil. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur retourner au bercail. Et dans la deuxième partie des opportunités stratégiques, je vais rapidement vous faire une présentation. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, ça englobe pas mal des sections que j'ai déjà vues avec Dr. Diallo et Madame Pano. Voilà, je vais essayer de cacher ça. Et move ça ici. Voilà. Retour au bercail de la diaspora professionnelle africaine, opportunités stratégiques. Ça ne bouge pas. OK. Ici, nous allons parler de la première partie qui est justement la préparation pour relever les défis. Même si ces défis dont nous avons parlé tout au long de ce talk show sont nombreux et spécifiques, ils fournissent des leçons pertinentes pour l'inclusion de la diaspora professionnelle africaine et indiquent de nouvelles opportunités surprenantes. Pour gérer les attentes et prévenir de telles déceptions,
La préparation est donc essentielle. La responsabilité de cette préparation incombe d'abord aux professionnels de la diaspora africaine, mais le gouvernement et les organismes internationaux peuvent également jouer un rôle important. Je pense que Dr Diallo avait touché à cela tout à l'heure lorsqu'elle parlait justement de la vision politique, de l'inclusion des politiques pour la création de meilleures compétences des ressources humaines sur le terrain et tout. Et là, nous allons maintenant parler de la préparation pour relever les défis. Ici, en fait, quand je préparais cette présentation, je pensais beaucoup plus en fait en tant que project manager. Pour rentrer au pays, tu ne te lèves pas comme ça pour ramasser tes affaires et partir. De la même façon que quand tu es gestionnaire d'un projet, tu prends le temps d'initier d'abord à travers le brainstorming, à travers justement, Madame Panou et Dr Diallo l'ont dit, parler avec ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui ont déjà eu les expériences, récolter les idées, récolter les expériences de ces personnes-là. Toi-même, en tant que professionnel, sois proactive, c'est-à-dire cherche l'information, commence à analyser l'information, commence à maintenant comparer cette information à ta réalité. Es-tu vraiment prêt pour repartir? Donc, c'est de cela que je vais parler ici. Être réaliste quant aux opportunités et aux défis à venir. Je pense que Mme Panou avait légèrement touché à cela. Quand elle parlait de commencer dans un environnement neutre, elle a parlé de transition. Effectivement, et je pense que Dr Diallo aussi a touché à cela, des fois, il vaut mieux être stratégique. Effectivement, comme en tant que manager de projet, une fois que tu passes la phase d'initiation et que maintenant tu commences à implémenter, tu commences pas avec toutes tes ressources. Tu commences d'abord en petite échelle, dans le modèle de cascade de gestion de projet. Commence d'abord en petite échelle et la meilleure façon pour faire cela, c'est justement de commencer dans un environnement neutre, si possible, aller dans un autre pays africain, ce qui va vous permettre de faire une transition graduelle et plus naturelle avant de pouvoir rentrer dans votre pays d'origine. Là, maintenant, je pense qu'il y a une section dont je voudrais revenir rapidement dessus, c'est la gestion des attentes culturelles. Tout au long de ce débat, nous avons parlé d'attitude d'apprenti. Madame Panou nous a vraiment expliqué cela, où quand elle est retournée, en fait, elle est partie au Congo, en République démocratique du Congo, au lieu de venir sur ces grands chevaux comme « OK, je suis l'américaine, j'ai les grands diplômes et tout », elle s'est vraiment mise au niveau de la population ou de ceux qui sont en Afrique. Cela permet vraiment de briser les barrières. Lorsqu'on se met dans une attitude d'apprenti, ça nous donne vraiment l'opportunité de mieux connaître les personnes avec lesquelles nous allons travailler pendant toutes ces années, mais aussi ils arrivent à voir le côté humain en nous. Et cela crée justement cette dimension humaine qui permet de pouvoir avoir vraiment des résultats plus tangibles au fur et à mesure du temps. Cela peut ne pas se voir sur le champ, mais c'est comme une semence que vous plantez. Et avec le temps, vous verrez la résultante de cela. Et je pense que c'est ce qui explique vraiment la réussite de l'organisation où Mme Panou travaille. Et comme elle l'a expliqué au début, c'était vraiment difficile, mais avec cette stratégie de walkthrough où vraiment en tant que superviseur, tu prends le temps vraiment de t'asseoir avec tes subordonnés, c'est bien ça? Ton staff, de comprendre leur travail, de comprendre les problèmes qu'ils ont. Et là, ça te permet vraiment de pouvoir maintenant leur donner une solution sur mesure. Voilà. Donc là, je vais parler maintenant en deuxième partie de la formulation de plans solides. Encore une fois de plus, se préparer pour rentrer au pays, c'est comme en fait la planification de projet. Prendre vraiment le temps de formuler des plans solides. Et dans ce contexte-là, j'encouragerais beaucoup, si c'est possible, commencer par des opportunités de consultation internationale.
C'est une très bonne formule parce que ça vous permet, toujours en étant dans votre pays d'accueil, de pouvoir commencer à faire une transition smooth. Et ça vous permet aussi de pouvoir voir les opportunités sur le terrain. Ça vous permet aussi de vous réadapter et en même temps, ça vous permet de vraiment comprendre les réalités du terrain. Il y a aussi les opportunités diplomatiques qui sont disponibles et que malheureusement, beaucoup de professionnels de la diaspora africaine ne sont pas en fait au courant dans leur pays d'accueil. Beaucoup de ceux qui me suivent avaient constaté que pendant presque 4 mois, je n'étais plus présente sur les réseaux sociaux. J'avais arrêté les talk shows et tout. C'était pour une raison bien précise parce que justement, je travaillais en fait pour entrer dans la diplomatie américaine. Et je ferai un talk show dans ce sens-là parce que vraiment, c'est vraiment profond, c'est vraiment élaboré. Donc, je ne pourrais pas expliquer cela aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'opportunités pour la diaspora africaine professionnelle dans nos pays d'accueil, surtout si vous avez déjà la nationalité de ce pays. Aux États-Unis, Dieu merci, nous n'avons pas ce problème, mais je vais m'adresser vraiment à la diaspora professionnelle africaine en Europe, où, soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes, le racisme est très prévalent. J'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes en France qui sont très diplômées, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à trouver des boulots qui sont à la mesure de leurs compétences. Et ce sont des opportunités qui sont formidables, qui sont disponibles dans vos pays d'accueil si vous avez cette nationalité. Et comme je l'ai dit, je prendrai le temps vraiment d'expliquer dans un autre talk show comment est-ce que vous pouvez en fait saisir ces opportunités diplomatiques parce que du fait que nous sommes de la diaspora, nous avons beaucoup d'avantages compétitifs comparé par exemple, moi dans mon cas, aux Américains qui n'ont qu'une seule nationalité, qui parfois ne parlent qu'une seule langue ou peut-être deux à la plus, pendant que la diaspora, nous parlons plusieurs langues. Nous savons nous adapter à toutes les situations. Donc, il y a vraiment des conditions pour y adhérer, mais ces opportunités sont formidables et sont disponibles. Donc, je vous montrerai dans un autre talk show comment est-ce que vous pouvez adhérer à cela. Il y a aussi les opportunités de fonctionnaires internationaux à travers les organismes internationaux. Je pense que Mme Panou a parlé de cela. Quand elle quittait les États-Unis, elle est partie par ce canal. Et ça permet vraiment de pouvoir faire encore une fois de plus une transition parce que les méthodes de travail de ces organismes internationaux sont vraiment similaires aux méthodes de travail que nous avons dans nos pays d'accueil. Donc, ça fait que ce choc culturel ne sera pas aussi fort. Bien vrai qu'effectivement, lorsque tu vas en Afrique, au sein de ces organismes internationaux, tu auras toujours des locaux qui seront avec toi pour travailler. Donc, mais ce sera moins douloureux que de prendre tes affaires et de vouloir aller rentrer au bercail et maintenant espérer trouver quelque chose. Donc, cette opportunité aussi est vraiment disponible. Et dans le talk show que je ferai dans les semaines à venir, je vous parlerai en détail de cela. Ceci amène à la fin de notre présentation. Je vais arrêter le partage. Stop sharing. Voilà. Ça nous ramène sur l'écran. Et donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre talk show d'aujourd'hui. Comme je disais, cette série, vraiment, c'était pour d'abord commencer le dialogue. Le mois passé, c'était sur les femmes de la diaspora africaine, comment est-ce qu'elles peuvent accéder au leadership dans leur pays d'accueil. Ce mois-ci, nous avons parlé de la diaspora professionnelle africaine, les stratégies, les défis et les opportunités pour retourner travailler au bercail. Dans le mois de, je pense que ce sera en juin ou juillet, parce que le mois prochain, nous avons la célébration de la fête des mamans. Donc, nous aurons 2 éditions spéciales sur cela. Et, mais le mois qui suivra, ou en juillet ou en juin, si possible, je reviendrai pour la 3e série sur la diaspora professionnelle africaine et le retour au bercail. Cette fois-ci, ce sera
comment rentrer dans la diplomatie américaine et dans les organismes internationaux. Nous parlerons de conseils pour la rédaction de CV et l'entretien, parce que c'est des stratégies totalement différentes. Nous parlerons aussi des connaissances, compétences et capacités qui sont requises pour rentrer dans ces organisations. Et si vous ne les avez pas aussi, comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour pouvoir acquérir ces connaissances, ces compétences et ces capacités requises qu'on appelle en anglais KSA. Et aussi, nous parlerons de qu'est-ce que cela signifie de travailler comme diplomate pour le département d'État américain et aussi pour les organismes internationaux. Nous sommes à la fin de notre talk show d'aujourd'hui. Je voudrais donner l'opportunité à nos deux panélistes de nous donner leur mot de la fin. Dr Diallo, juste en 2 minutes, s'il vous plaît, parce que nous voulons rester dans le temps. Quel est votre mot de la fin pour les professionnels de la diaspora africaine qui aspirent à retourner travailler au Bercail? Oh, vous êtes muté. D'accord, 2 minutes, c'est un marathon. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. Au fait, moi, je dirais que c'est bien possible, OK? Mais ce n'est pas du café instantané. Ce n'est pas du Nescafé. Voilà, it's not an instant coffee. Donc, il faut avoir concrètement, je dirais que c'est faisable, mais qu'il faudrait considérer les facteurs, certains facteurs avant de commencer ce journey, cette journée. Donc, d'abord, je dirais que conseil concret à ceux qui veulent entreprendre, franchir ce pas à rentrer chez eux, je dirais d'abord, faire des économies, se renseigner sur les outils, les soutiens pour l'intégration dans son pays d'accueil. Hein, ça, ce sera 2. Donc, troisièmement, choisir aussi méticuleusement dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, ses alliés pour créer un environnement propice à cette intégration. Ne pas laisser trop de fardeau, ça ce sera 4e, sur place dans le pays d'accueil, c'est-à-dire des crédits qu'on doit payer, des engagements des engagements financiers surtout qui peuvent être un handicap pour aller pour s'installer chez soi. Et tout cela couronné d'une bonne dose d'optimisme et de courage. Et je vais terminer par cette phrase de Fadi Nahima, la Nigérienne qui travaille à la NASA, qui veut rentrer chez elle aussi ou a déjà entamé le pas. Et elle a dit sur BBC qu'elle veut utiliser son savoir-faire pour contribuer au développement de son pays et du continent. Hein. Sa phrase magique, c'est celle-là, croyez tout simplement en vous et trouvez un environnement qui vous soutiendra. Voilà, merci beaucoup, Dr Diallo. Merci beaucoup. Très belle contribution. Madame Panou, votre mot de la fin? Pour moi, c'est malgré le fait qu'on a parlé beaucoup de défis ici, c'est de continuer à rêver et de ne pas s'arrêter à rêver. Mais surtout, mon mot de la fin, c'est de rester open-minded, de rester ouvert à explorer et ne pas voir le retour au Bercail limité à son pays d'origine, ne pas le voir parce qu'une telle Fatoumata est rentrée, elle a amené sa maman à la Mecque, elle a acheté une grande maison, mais peut-être que toi, c'est pas ce que ta destinée, c'est d'aller peut-être dans un pays en guerre comme le Congo, comme moi.
Un pays en guerre, un pays qu'on montre à la télé avec les grandes guerres et faire des grandes choses. Donc, pour moi, c'est vraiment voir cette opportunité parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique, Yeah. quand on est parti, la diaspora, c'est une chose, on a appris toutes ces choses. L'Europe, les États-Unis, tous ces pays se sont développés avec leurs gens. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a des potentiels, l'Afrique a des opportunités. Donc, les personnes qui veulent rentrer, il faut rentrer. Passer dans son pays d'origine, c'est une marche du désert, mais importante, ok? Yeah. Parce que moi, je peux dire que ça m'a beaucoup appris et Mhm. que si je devais le refaire, j'aurais d'autres astuces, mais il faut s'ouvrir à d'autres pays, de ne pas se limiter peut-être à un pays francophone. Yeah. Regardez l'exemple de notre sœur ici en Afrique du Sud, mais restez vraiment ouvert. Donc, quand on aura le talk show avec Mercy sur les opportunités de boulot, cherchez partout, Sud-Soudan, Yeah. les pays où vous n'avez jamais entendu parler, Mhm. c'est l'Afrique, vous allez faire un changement et c'est important. Donc, continuez à rêver et puis restez ouvert. Wow. Madame Panou, Dr Diallo, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tous les précieux hommes de valeur et de toutes les précieuses femmes de valeur. Je sais que ce débat était un peu long, mais c'était nécessaire parce que Dr Diallo a parlé de cela. L'ONG Leadership Excellence pour femmes par femme, en fait, un des aspects de l'ONG, c'est justement ces talk shows que j'ai créés qui, en fait, sont des forums où vraiment je m'attelle à amener des femmes qui sont des femmes leaders, qui sont vraiment expertes dans leur domaine, qu'elles viennent vraiment parler de leur expertise et en même temps aussi les connecter avec d'autres femmes qui aspirent à devenir leaders. Et c'est surtout cela aussi, parce que je me rends compte qu'au bout de 20 ans dans la diaspora, il y a encore un très grand travail de changement de mentalité qui doit être fait. D'abord, nous-mêmes, au sein de la diaspora, je pense que nous avons beaucoup parlé de cela aujourd'hui. Et le 8 mars passé aussi, nous avons aussi touché à cela. Les obstacles que nous nous mettons, les chaînes que nous nous mettons nous-mêmes des fois. Et pour aujourd'hui, par exemple, certaines des chaînes dont nous avons parlé, qui est, par exemple, cette double image, le conte de fées, tout ça. Et par ailleurs, je reviendrai sur ce conte de fées parce que je pense que ça nécessite encore plus de discussion. Ça nécessite encore plus de vulnérabilité, en fait. Que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec nos familles, avec ceux qu'on a laissés au pays. Que vraiment chacun sache leurs boundaries, c'est-à-dire leurs limites. Ce que tu ne peux pas, ne cherche pas à faire voir aux gens que tu peux le faire. Donc, je tenais vraiment à vous remercier, Madame Panou, Dr Diallo, pour votre disponibilité. Ça a été vraiment un plaisir. Et Madame Panou, j'espère qu'on se retrouvera de l'autre côté du continent bientôt. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous m'avez dévancé il y a 10 ans, mais je crois que je suis en train de suivre vos pas, exactement aussi comme Dr Diallo. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment s'arrêter et se dire, écoute, OK, je suis dans mon pays d'accueil, j'ai cette expertise, j'ai cette connaissance, mais quand est-ce que je vais accepter d'amener cette connaissance en Afrique? Ici, on parle beaucoup de knowledge sharing, c'est-à-dire le partage d'informations, le partage de connaissances, le partage des cerveaux en Afrique. C'est très important. Mais effectivement, comme Dr Diallo l'a dit aussi, il y a beaucoup de travail qui doit être fait au niveau des politiques pour que les visions changent et que les choses puissent se mettre en place. Donc, je tiens vraiment à vous remercier tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce talk show et au mois prochain. Merci beaucoup et passez un très bon après-midi. Merci. Je vous remercie.